Bonjour à tous. Donc là, je vois que nous avons déjà plus de 90, 100 participants qui sont entrés dans notre salle virtuelle. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à notre forum digital et à cette conférence Créer son entreprise en 2021. Merci à tous les participants. Et maintenant, je vais laisser Madame Elkrief prendre la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Effectivement, c'est un moment très, très intéressant puisque, on va bientôt, aujourd'hui, nous tombons le masque. Aujourd'hui, bientôt, nous pourrons faire la fête encore plus tard et peut-être faire des conférences comme ça plus souvent et face à face. Donc, d'abord, je présente nos intervenants et on va ensemble réfléchir à la problématique de cette table ronde. Et donc, d'abord, Anne Méo, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente fondatrice d'Image 7, vice-présidente de Force Femmes. Danielle Deguet, déléguée générale de BGE Paris, cofondatrice du réseau BGE, qui est un des premiers réseaux d'appui aux entrepreneurs et donc entrepreneuses. Patricia L'Excellent, déléguée générale d'Initiative France. Vous devez succéder à Bernadette Sauzet, qui est encore en poste quelques jours. Jean-Pierre Taber, vous dirigez la direction des services aux demandeurs d'emploi, la direction générale de Pôle emploi. Et Marc Bonnemain, merci d'être avec nous. Vous dirigez les marchés des professionnels des caisses d'épargne. Donc, à nous tous, on va s'interroger sur les changements qui sont intervenus dans l'année qui vient de passer, puisque c'était une année difficile, une année compliquée, une année évidemment de perte d'emploi, de questionnement, et sans doute aussi une année fertile, une année féconde dans laquelle beaucoup de femmes se sont posé la question de franchir le pas, de passer un cap qui serait créer son entreprise. Alors, on va essayer ensemble de faire un état des lieux, d'essayer de comprendre ce qui a changé cette année et puis de conseiller les femmes qui nous écoutent sur les secteurs qui vont le mieux, sur les aides qu'elles peuvent recevoir, sur la façon dont ça peut se passer. Et donc, peut-être que je peux commencer avec Jean-Pierre Taber sur l'état des lieux aujourd'hui, le bilan de l'année passée dans le domaine de l'emploi et aussi dans ce domaine de création d'entreprise, après avec chacun. Oui, très bien, merci Ruth. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être déjà une donnée partagée par l'INSEE qui est importante sur l'année 2020 et qui illustre bien notre thématique. Donc en 2020, sur cette année pleine de crise sanitaire, c'est plus de 848 200 créations d'entreprises, immatriculations, qui ont été recensées. C'est 4% de plus que l'année précédente. Donc en effet, cette année de crise sanitaire a plutôt vu une augmentation des immatriculations, alors fortement portée par le régime des micro-entrepreneurs, avec plus 9% d'augmentation par rapport à l'année précédente, alors que les entreprises individuelles classiques ont diminué de près de 13%. Et la création des sociétés reste stable. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 93% de ces immatriculations, de ces créations, sont des créations avec 0 salarié. On est vraiment sur de l'entreprise individuelle. Et parmi ces créateurs d'entreprises, une donnée importante pour notre forum spécifique Force Femmes, 44% de ces créations sont l'initiative de femmes. Voilà, donc une augmentation de 4 points par rapport à l'année précédente. On tend vers une forme de parité dans la création, en tout cas dans l'immatriculation des entreprises, et c'est une tendance de cette année assez nette. Danielle Deguet, alors vous êtes le premier réseau d'appui aux entrepreneurs. Est-ce que vous avez ressenti la même chose, cette poussée un peu, cette nouveauté? Alors oui, absolument. On sent une très forte appétence à l'entrepreneuriat, que les personnes soient demandeurs d'emploi ou soient salariés, et finalement aient profité de ce temps de distance pour repenser la façon de travailler. Et finalement, en étant à la maison, pour ceux qui travaillent à distance ou pour celles et ceux qui étaient en chômage partiel, il y avait aussi les moyens de… quand on ne prend pas les transports, quand on n'est pas dans les bouchons, quand on n'est pas dans des métros, voilà, on a quand même du temps pour, en se faisant son repas, etc., pour repenser tout ça. Et ça génère en effet plus d'entrepreneuriat. Alors je voudrais pondérer, un tout petit peu les chiffres qui sont donnés, parce qu'en effet, il y a plus d'immatriculation de travailleurs indépendants sous forme de micro-entreprises,
Mais en réalité, la majorité des gens qui prennent ce statut, femmes ou hommes, ne facturent pratiquement rien, et ceux qui facturent ne facturent pas un revenu équivalent. C'est même pas le RSA, quoi. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis vraiment précisément ces chiffres. Donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Il y a une appétence. La question, c'est de qualifier. Et nous, ce qui nous intéresse, et je pense tous les accompagnateurs et nous qui sommes présents dans 550 lieux en France, c'est d'avoir de l'entrepreneuriat vrai, c'est-à-dire d'avoir un revenu digne et de vivre dignement de son revenu d'entrepreneuse, d'entrepreneur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va gagner, qu'on a envie de se contenter d'un revenu ridicule. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'entrepreneuriat, ça génère une capacité de créer et d'être une citoyenne ou un citoyen qui va voter, qui est fier et qui dirige sa vie. Et en effet, c'est l'accompagnement qui va le permettre, parce que ça va permettre de voir s'il y a vraiment un marché, comment lever le financement indispensable qu'Initiative et les différents banques, etc., vont pouvoir intervenir, la garantie, etc. Donc, c'est l'accompagnement qui va permettre de vérifier tout cela. On voit plus de femmes, en effet, plus de femmes jeunes également. Donc, il y a vraiment une montée des jeunes volontaires à l'entrepreneuriat, porteuses de projets. Et nous, on constate que dans nos couveuses-là, mais c'est un peu l'objectif de nos structures, c'est d'avoir plus de femmes entrepreneurs. En effet, il y a une qualité aussi des projets, je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais qui est vraiment oui, on va y revenir. Extraordinaire. On va y revenir, mais effectivement, peut-être Patricia, l'excellent, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui guide ces femmes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui bouge? En fait, nous, on a vu dans le réseau Initiative, effectivement, l'année dernière, quand même, une évolution de l'activité, mais en grande partie, quand même, en soutien, parce qu'on intervient, nous, à la création, reprise et soutien d'entreprise. Donc, ça a été très marqué. Et quand même, moi, je voulais relever que notre enquête entrepreneur a montré que les femmes ont quand même davantage souffert l'année dernière de la crise que l'on a traversée. Bien sûr. Parce qu'elles ont effectivement une fragilité financière par rapport aux activités. Elles ont été plus impactées, leurs activités ont été plus impactées par les confinements. Donc, ça reste quand même effectivement difficile pour certaines. Par contre, c'est clair qu'on observe une montée en puissance de la dynamique entrepreneuriale en création ou en reprise. Je pense que ce sont deux axes importants qui sont majoritairement guidés, je trouve, par la volonté, l'esprit d'indépendance et de sens dans la recherche de l'activité. Et ça, c'est très marqué. On voit la nature des projets évoluer, portés par des femmes cadres qui envisagent un nouvel élan dans leur carrière autour de projets qui sont beaucoup plus tournés sur une économie responsable, locale. Et donc, on a cette dynamique qui s'accentue, en fait. Elle était présente, mais on a vu le mouvement s'accentuer. Marc Bonneman. Et on est, nous, sur ce qu'on a pu observer cette année 2020, sur les mêmes constats. On a, par contre, nous, constaté un peu un rajeunissement de ces créateurs entrepreneuses, puisqu'on a une moyenne d'âge qui a gagné 1 an, en fait, un petit peu moins de 36 ans en moyenne sur l'année 2020. Par contre, c'est vrai que la crise sanitaire elle a eu pour conséquence de faire baisser les créations d'entreprises sur tout l'univers qui était un peu l'enseignement, les services au ménage, et on sait que les femmes œuvraient dans la création sur ces soutiens-là, donc elles ont été un peu pénalisées en tout cas sur 2020 dans cette création-là, puisque les secteurs qui ont le plus profité finalement de la création d'entreprises l'année dernière, c'est principalement le secteur du transport, l'entreposage, le commerce ou l'activité immobilière, pas forcément les secteurs dans lesquels les femmes se retrouvent le plus fréquemment possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne les accompagne pas quand elles se lancent dans des reprises d'entreprises, dans des créations, mais voilà. Donc c'est un phénomène un peu en trompe-l'œil quand on le regarde. Nous, quand on analyse l'année 2020, sur nos entrées en relation sur les créations d'entreprises, on a 36% de nos entrées en relation qui sont des femmes. Voilà. Donc, on a, nous, signé un engagement avec le gouvernement d'accompagner jusqu'à 40% des femmes créatrices. Donc, on est dans le bon sens, on est en progression, mais on voit bien que la typologie en fait, des natures d'activités qui ont été proposées ont commencé à se différencier un peu et elles ont souffert un peu on va dire des terreaux sur lesquels elles agissaient traditionnellement. Bien sûr. Voilà. Mais ça reste l'année 2020 qui est de bonne aloi malgré la crise sanitaire. Et nous, en tout cas, on a trouvé des projets, mais on en parlera un peu plus tard,
de meilleure qualité que ce qu'on a pu avoir. Voilà, donc elle se transforme, on va dire, nos femmes entrepreneurs en 2020. Oui. On va revenir là-dessus effectivement dans le détail, mais Anne Méo, vous qui êtes une chef d'entreprise extrêmement successful, comme on dit en français, qu'est-ce qui vous a frappé et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus d'assurance, plus de confiance ou au contraire, est-ce que ce serait par dépit, par défaut qu'on se lancerait dans la création d'entreprise aujourd'hui? Alors, pardon, mais je voulais aussi, si ça ne t'embête pas, Ruth, dire juste une chose là par rapport à tout ce qu'on a dit avant, quitte à faire un peu le rabat-joie, mais il ne faut pas se lancer dans un truc et après, voilà, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il ne faut pas se prendre au piège des aides. C'est-à-dire qu'une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui marche sans aide. Parce qu'à terme, vous aurez plus les aides, parce qu'à terme. Donc, ça veut dire qu'il faut une très bonne idée, une volonté. Il faut quand même que les gens sachent que c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus difficile que d'être salarié, où c'est quand même le patron qui se tape tous les emmerdes. Une volonté donc très forte, beaucoup de travail, et après avoir un environnement autour d'intelligence collective, parce que je pense que même quand on a sa micro-entreprise, parce que je pense qu'on se sent vite seul et que le travail est aussi une façon de vivre en société, de se sociabiliser, et donc il faut avoir, c'est en ça d'ailleurs que nous, Force Femmes, on peut aider les gens, mais il faut avoir des gens avec qui échanger, des proches, des institutions, voilà. Donc ça, c'était le truc que je voulais dire parce qu'il y a eu beaucoup d'argent de déversé sur le marché, donc cet argent est bien allé quelque part dans des foyers, et c'est très bien, mais ça ne durera pas. Et donc, voilà, une entreprise doit tenir sans aide. Voilà, sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Alors, sinon, sur ça te fait rire, ça fait beaucoup rire. Non, si. Sauf qu'en même temps, on va essayer d'expliquer avec tous nos intervenants les aides dont elles peuvent disposer, mais c'est très important de rappeler ça, bien sûr. Je pense qu'il faut prendre toutes les aides qu'il y a et qu'on peut prendre parce que ça donne confiance psychologiquement et ça peut… Moi, je me souviens, quand j'ai monté mon entreprise, il fallait payer les 3 mois d'avance des locaux, je n'avais pas un rond. Et j'étais bien contente de trouver, c'est un copain, moi, qui m'a prêté l'argent et qui est allé donner l'avance. Donc, ça aide à des choses comme ça. Mais ça n'est pas le fondamental de la boîte. Alors, moi, je fais partie des privilégiés parce que cette crise, en fait, on va faire un chiffre d'affaires 2020 supérieur à 2019. Comme quoi, voilà, j'ai presque honte de le dire, mais parce qu'on travaille sur la com de crise et donc, ça donne des opportunités dans certains secteurs. Moi, dans mon métier, ça a été un drame total pour les gens qui sont dans l'événementiel. Et franchement, ils n'y peuvent rien, il n'y a rien à faire. À partir du moment où on interdit toute manifestation, toute personne qui est dans l'événementiel, c'est logique. Nous, on a des liens très forts avec nos clients auxquels on apporte beaucoup de conseils. Donc, ils ont eu encore plus besoin de conseils et ils ont fait beaucoup de pommes de crise, encore plus de crise. Donc je n'ai pas à me plaindre. En revanche, moi, j'ai passé une grande… Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Je pense qu'il faudra qu'on en parle aussi. Toutes les entreprises ressentent le fait que le Covid a quand même traumatisé les gens psychologiquement. Il y a beaucoup de gens, limite burn-out, il y a beaucoup de gens et beaucoup de femmes qui ont très mal vécu de se retrouver, surtout les familles monoparentales. Donc, les femmes qui se sont retrouvées seules, coupées des autres, seules avec un enfant, seules dans un petit logement, seules avec… alors, je ne parlerai même pas des gens qui sont seuls avec un mari brutal ou un compagnon. Voilà, ça, c'est l'extrême, mais ça existe aussi. Et même pour les gens qui sont dans des conditions de vie acceptables, ça a été un choc. Donc, moi, j'ai été très présente. Après le tout premier confinement, on n'avait vraiment pas le droit de sortir. Je me suis installée au bureau en prenant toutes les mesures sanitaires. J'ai ouvert le bureau et j'ai dit aux gens le choix total, liberté totale, se parler, le Zoom, voilà. Et j'ai vu le besoin que les gens ont eu de revenir au moins 1 à 2 fois par semaine, au moins, voilà. Mais est-ce que, Anne, ça veut dire que pour toi, du coup, créer son entreprise,
créer sa micro-entreprise, comme Jean-Pierre Tabeur l'évoquait, c'est-à-dire une auto-entreprise avec un seul salarié, et encore quand on arrive à ce salarié, bah c'est à la fois positif, mais en même temps, c'est aussi une forme d'isolement, une forme de… enfin, ça conforterait ce risque, ce qu'on a vécu un peu pendant cette période. Oui, c'est-à-dire que moi, Dieu sait que enfin moi, la chose la plus, après la naissance de mes enfants, mais qui m'a rendue le plus heureuse, c'est de créer cette entreprise. Et franchement, l'entreprise, c'est un lieu où c'est un vrai bonheur de créer son entreprise. C'est un vrai bonheur parce qu'on est libre, les choses dépendent de vous, mais je mets juste en garde sur le fait que, surtout pour les micro-entreprises, il faut vraiment se faire un réseau d'intelligence collective et un réseau de bienveillance autour, parce que l'isolement est fort. Et avec cette période Covid, je pense que même les gens qui ne s'en rendent pas compte actuellement ont quand même vécu un petit traumatisme. Oui, un choc, voilà. Bien sûr. Et donc, c'est important. Alors, cela dit, me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que je pense que dans la création de la micro-entreprise, c'est quand même en général parce que les gens ne trouvent pas d'emploi. Bon. Donc, je trouve beaucoup plus intelligent, effectivement, d'avoir une idée, de monter son truc et de commencer. Et après, who knows, de cette idée peut naître un truc plus grand, c'est ce qu'on a vécu. Et quand Jean-Pierre Tabeur, justement, alors, c'est ce que vous avez observé, c'est-à-dire, ce sont quand même des gens qui se sont retrouvés sans emploi, qui se sont mis dans l'entreprise. Et est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des tendances lourdes que vous avez observées? Oui, alors, en effet, sur les un peu plus de 800 000 immatriculations que je vous ai citées, plus de 560 000 sont à l'origine par des demandeuses d'emploi. Donc, vous voyez, l'immense part, en effet, de ces immatriculations, et je précise bien que en parlant d'immatriculation, on est tous conscients de la limite de cette donnée, parce que je pense que l'enjeu de l'ensemble des réseaux représentés, c'est bien d'avoir des créations d'entreprises qui perdurent et donc qui réussissent avec la possibilité pour le créateur, la créatrice de vivre positivement de sa création d'entreprise. Le sujet, c'est bien l'accompagnement de ces personnes en demande d'emploi. Et parmi les plus de 560 000 que je vous ai cités, dans 3/4 des cas, ce sont des personnes qui étaient au chômage depuis plus d'1 an. Donc, en effet, qui considèrent la création d'entreprise comme une solution, je veux dire peut-être en dépit, pardon le terme n'est peut-être pas bon, au regard d'une recherche d'emploi salarié qui n'aurait pas abouti. Et c'est là où le travail de projet et d'accompagnement est essentiel, puisque je reviens sur les propos de Anne. Il y a 2 sujets qu'on constate dans vraiment le démarrage de l'accompagnement et l'orientation que Pôle emploi peut faire vers d'autres réseaux. C'est en effet la question du capital qui est tout de suite mis en avant, et donc de la recherche de subventions d'aide avant même l'idée. Et je partage que ce n'est pas le sujet. D'une bonne idée, d'un bon projet, aujourd'hui, on trouvera des financements, mais pas l'inverse. Voilà, c'est bien le point le plus important. Et dans les secteurs et les attentes que l'on a, en effet, on perçoit en lien avec le confinement, en lien avec le télétravail et puis un resserrement sur la sphère locale, beaucoup de projets sur des activités, comme l'a dit Marc, de commerce de proximité, des activités immobilières, au regard des taux et de l'évolution du marché, beaucoup de créations dans le domaine qui ont été favorisées. En effet, le transport, mais qui surreprésente, au regard notamment des modèles économiques Uber ou autres, qui surreprésentent complètement les créations d'entreprises. Donc, il faut le mettre de côté, je pense, en termes de raisonnement. C'est vraiment une niche particulière. Et Daniel Deguet, puis Patricia L'Excellent. Alors, comment vous, quand vous avez ces propositions, et Marc Bonnemain aussi, comment est-ce que vous arrivez à faire passer ce message? À la fois, c'est d'abord l'idée qui prime, mais on est là aussi pour vous aider, et voilà comment. Ah, on ne vous entend pas. J'avais coupé mon micro. Oui, alors en effet, la première, je rejoins 100% ce que disait Anne Méo, bien sûr, en tout premier lieu. La première des choses, c'est de faire un diagnostic. Notre métier, c'est d'accompagner les personnes dans un diagnostic entrepreneurial et de parler ensemble de ce qui est possible ou pas.
Et le financement, le juridique, tout ça, on verra ça après quand on fera vraiment la projection à partir du produit ou du projet ou du service qu'on va rendre. Et il faut être vraiment d'abord certaine de l'articulation porteuse-projet qui colle. Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est d'abord la vraie bonne idée? Parce que les vraies bonnes idées sont quand même assez rares, donc il faut être certaine que ça peut coller. Et parfois, un projet trop original, parfois il est trop en avance et on n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. Hein, donc il faut parfois être plus dans un projet pratiquement très concurrentiel. Enfin, bref, en tout cas, la question, c'est de bien articuler. Est-ce que je suis le projet et est-ce que je colle avec lui? Est-ce que ça me convient aussi? Parce que Anne Méo disait, c'est fatigant d'être entrepreneur, mais ça peut aussi être fatigant d'être salarié. Et la question, c'est où est-ce que j'ai ma bonne place? Est-ce que je suis dans la bonne place d'être entrepreneuse ou est-ce que je suis dans la bonne place d'être salarié? Et ça se travaille dans le cadre d'un diagnostic entrepreneurial. Et là, quand on vérifie qu'on est bien dans le bon rythme, alors nous, on a plusieurs solutions. Par exemple, ils peuvent, dans des projets très innovants, participer à nos couveuses lab, où là, on va leur prêter un cabis pendant près d'une année. Et ils vont pouvoir à la fois être coachés pendant tout le montage de leur projet, faire la production, le service, etc., avoir des clients, avoir du chiffre d'affaires et ne pas perdre leur statut qui peut être salarié, parfois ils sont étudiants même, ou ils sont demandeurs d'emploi, ou même bénéficiaires de minima sociaux. Pendant cette période, ils vont vérifier si c'est le bon produit et si ça leur convient d'être entrepreneur. Est-ce que ça leur convient d'avoir tout à penser en même temps, cette globalité? Voilà. Une fois on est vraiment au clair sur tout ça, sur le carnet de commandes, sur le produit, sur la capacité de production, le réseau qu'on va créer autour de soi aussi, parce que c'est très important qu'on ait un statut de travailleur indépendant, quel qu'il soit. Il faut travailler en réseau toujours. Tout seul, on n'est pas grand-chose, donc il faut avoir ce tissage complémentaire de notre métier. Et là, on va travailler sur le plan, enfin, on travaille tout au long, hein, mais sur la projection financière, du plan de financement, du compte de résultat prévisionnel. Et là, on verra de quoi on a besoin. Et c'est là qu'on travaille toujours en articulation avec nos amis du financement initiative, France Active pour la garantie, et puis bien sûr le réseau bancaire. Donc, et là, on va voir de quoi on a besoin pour pouvoir passer à l'étape suivante. Mais c'est vraiment l'étape finale hein, qui se travaille tout au long. Et ce qui est très, très important, en effet, c'est de pouvoir réorienter les personnes parce que quand les personnes veulent prendre un statut d'auto-entrepreneur alors qu'ils n'ont pas vraiment d'idée ou qu'il n'y a pas d'idée avérée économiquement, c'est beaucoup plus dur parce que vraiment, on tombe, on pense qu'on est nul. Oui, ce n'était pas le bon moment et on n'était peut-être pas fait pour ça à ce moment-là de notre vie. Donc, ça ne sert à rien de prendre ce statut qui ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas d'être entrepreneur. Ce n'est pas le fait qu'un simple clic, je deviens auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur maintenant. C'est finalement, on n'est pas fait à ce moment-là dans notre vie pour être entrepreneur. Donc, ce statut n'est pas adapté. Voilà. Et ça, je veux vraiment que ce soit clair. Il faut toujours avoir un regard miroir. Alors, Anne Méo parlait de réseau d'amis. Nous on encourage tout le temps les personnes, bien sûr, à voir ses amis. D'abord, est-ce que son compagnon ou sa compagne sont d'accord? Parce que ça, c'est quand même un premier sujet. Si l'autre ne veut pas, c'est quand même dommage de divorcer. Donc, il faut être quand même au clair sur le fait que l'autre ne va pas être tout le temps bougon, mécontent. Ah, tu travailles trop tard. Ah, tu ne prends pas de vacances. Oui, je gagne moins d'argent, je ne prends pas de vacances. Mais ça, c'est prévu dans mon prévisionnel pendant les 3 premières années. J'ai travaillé comme une dingue absolue. Mais c'est un truc, c'est mon rêve. Je le kiffe, le truc. Je suis hyper contente. J'adore ne pas beaucoup dormir. Et c'est un truc que je partage avec mes copines, avec mon réseau. On est là-dedans. C'est une période de ma vie extraordinaire. Voilà. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête, de ne pas être tout seul, rencontrer un réseau qui va dans la proximité, qui va, sans vous juger, vous accompagner étape par étape, pas de jugement, et qui vous aidera à trouver le bon financement qui convient. Alors, c'est excellent. Du coup, il y en a beaucoup que vous découragez ou en tout cas accompagnez, mais en même temps, vous les guidez, vous les aiguillez différemment? Oui, alors moi je pense que je rejoins complètement Daniel. Le premier conseil, c'est surtout de ne pas effectivement rester seul. Il faut vérifier que le fait entrepreneurial correspond à sa personnalité. Et le meilleur moyen, c'est d'aller rencontrer des chefs d'entreprise. Donc, nous, on a mis en place, par exemple, Vie ma vie d'entrepreneuse, qui permet à une jeune femme ou quelqu'un qui a une idée d'aller rencontrer une femme chef d'entreprise déjà sur une journée, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comme disait Daniel, sur ma vie personnelle, l'empreinte sur les efforts en termes d'engagement, etc. Est-ce que ça me correspond?
Et ça a un effet, dans beaucoup de cas, de rassurer, de montrer que c'est possible. Mais c'est vrai que nous, dans le réseau Initiative, on a à peu près, entre les projets qu'on accueille et ceux qu'on finance, c'est effectivement à peu près 50%. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir la vision globale quand même de son entreprise. En général, quand on crée, on a une idée d'un produit, d'une activité, mais l'effet miroir avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement permet là de décrypter le projet sous ses différentes formes, sous ses différents aspects, que ce soit le plan de développement, le plan financier, mais c'est clair qu'à l'arrivée, il y a à peu près, nous, 50% des projets qu'on a accueillis, qu'on a accompagnés et qu'on ne va pas forcément financer tout de suite, qu'on pourra représenter après. Donc, et du coup, on accompagne à peu près, nous, 8000 femmes en fait, à la création par an. 8000 femmes aujourd'hui. Marc Bonnemain, même sélection, 50%? Aujourd'hui, on n'a pas de sélection de différence entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a à peu près les 2 tiers des dossiers qui nous sont présentés qu'on a validés, voilà, sur les proportions de financement. Moi, ce que je voudrais dire à toutes les femmes qui veulent se lancer dans la création d'entreprise ou dans la reprise d'une société, c'est qu'elles osent en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à manquer d'audace. Il faut faire preuve d'audace et de voir grand. Le fait de voir grand ne nous empêche pas de commencer plus petit et de se projeter. Donc voilà, ça c'est vraiment un message que je voudrais donner, c'est convaincre un banquier, c'est déjà être convaincu soi-même et oser finalement prendre des risques avec son banquier, parce que les deux vont en prendre, l'entrepreneur comme le banquier. Et pour cela, et vous l'avez tout dit, l'élément essentiel, c'est pas d'être seul. C'est-à-dire, oui, il faut bien penser son projet, il faut bien penser son activité, il faut l'avoir réfléchi, mûri, mais il faut surtout le challenger avec des personnes qui vont être des gens bienveillants, mais des gens qui vont être exigeants par rapport à vous. Alors, on pense bien évidemment au conjoint, mais ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Il faut se faire challenger pour accepter de remettre finalement à l'ouvrage ce qu'on a pensé être la bonne idée. Et ça, le faire en permanence tout au long de sa phase de création sur les 3 premières années, je crois que c'est un gage en tout cas de développement à long terme. Et nous, c'est ce qu'on regarde finalement quand on a ces femmes qui viennent nous voir, c'est est-ce que leur projet est mûri, il est réfléchi, s'il est challengé. Et on essaye aussi avec les réseaux d'accompagnement de les pousser un peu, pas dans le dernier retranchement, mais en tout cas de bien sentir jusqu'où va aller leur motivation pour s'engager dans leur projet. Voilà. Donc moi, si j'avais un message à donner à toutes ces femmes, c'est faites preuve d'audace, osez. On a encore plus besoin en période de crise, nous banquiers, d'être rassurés et donc d'avoir face à nous des femmes qui sont convaincues de leur projet et qui l'ont réellement mûri. Voilà. Oui, mais alors, pardon, il y a un peu de contradiction. Oser et en même temps, rassurez-nous. Oser, c'est oser venir nous voir alors même que vous pourriez penser que le banquier va dire non. Non. Quand on dit oser, c'est on sait que vous allez devoir prendre des risques. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément tout réussir au départ. Pour autant, vous aurez mesuré les impacts que ça peut avoir. Et donc, nous, on a trop de personnes qui disent « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait ça. » et je n'ai pas osé le dire à mon banquier. J'ai préféré garder pour… Non, oser, c'est dire les choses à son banquier pour nous donner les capacités d'accompagner au bon niveau avec les réseaux d'accompagnement. Donc, il n'y a pas de contradiction en réalité. Au contraire, je crois qu'il faut qu'on se dise toutes les choses pour permettre au réseau d'accompagnement et aux banquiers finalement d'aider l'entrepreneuse à réussir son projet. Parce que notre volonté à tous, c'est finalement qu'elle réussisse. Anne, voilà, qui a lancé le débat et qui a ramené un peu au réel. Non, je voulais juste dire que bien sûr qu'il faut oser parce que pour passer à l'acte, c'est quand même un saut. C'est un saut sans filet, sans truc. C'est pour ça d'ailleurs que démarrer avec une micro-entreprise, on ne prend pas des risques énormes, on ne peut pas perdre. Mais dès qu'on rentre dans la vraie entreprise, il faut avoir de l'audace. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut de l'audace, mais il faut beaucoup de modestie. C'est-à-dire que moi, je vois aussi arriver des gens qui ne sont pas forcément en liaison avec… Parce que moi, je reçois beaucoup de gens et j'essaie de les aider. Exactement ce que disait Daniel, c'est exactement ça. Il y a un mental d'entrepreneur. Alors, je mets légèrement à part la micro-entreprise parce qu'au fond, on se trouve une façon d'exercer un métier qu'on connaît en étant indépendant et ça marche. Créer une entreprise, c'est déjà avoir 1, 2, 3 salariés et c'est autre chose. Et ça, on prend la responsabilité d'autres gens, donc ça devient autre chose. Donc, j'insiste aussi sur le réalisme et la modestie.
Moi, quand j'ai monté Imachète, oui, j'ai eu besoin d'audace parce que je n'avais pas un rond, je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'avais le sentiment d'avoir la maîtrise de mon travail. C'est-à-dire que je savais ce que j'allais vendre, entre guillemets. Bon. En revanche, je n'ai jamais pensé que j'allais avoir 72 salariés et j'ai démarré très modestement et avant de dépenser un rond, j'ai vérifié qu'il y avait le retour. Enfin, j'ai toujours dit que j'avais une mentalité de boutiquière, moi, voilà. Et c'est ça qui m'a permis de créer une entreprise. Et donc, oui, il faut de l'audace, mais il faut une audace réaliste, hein, parce que sinon, voilà. Donc, j'incite à l'audace, mais à la modestie aussi, enfin, on réalise. Modestie, pas dire se brider. Ça veut juste dire de empirisme. On avance. De la lucidité. Voilà. De la lucidité. Jean-Pierre Tabeur, maintenant, peut-être qu'on peut passer à quelque chose de plus encourageant, maintenant qu'on a donné un peu les limites de l'exercice en insistant sur les limites, sur le raisonnement qui doit être quand même très, très sérieux et très approfondi, et puis une forme de test sur ses propres capacités. C'est ce que vous m'avez dit, c'est ce que je comprends, son envie, ses capacités, la qualité de son idée, évidemment. Maintenant, concrètement, j'ai une idée, j'ai envie de créer mon entreprise. Comment je fais? Qu'est-ce que vous allez me proposer à Pôle emploi et dans les différentes structures qui sont présentes avec nous ce matin? Alors, on l'a vu, je pense que c'est bien entendu, l'accompagnement est primordial pour la création d'entreprise réussie. L'ADN, c'est la mise en réseau, cette capacité justement à challenger les réseaux. Et moi, j'invite les auditrices de notre webinaire à considérer Pôle emploi comme un partenaire de leur réseau, alors sur plusieurs champs. Pôle emploi donc intervient vraiment dans un premier temps sur une première information sur l'ensemble des dispositifs et oriente après vers des professionnels comme BGE, Initiative France, avec des partenariats locaux très importants. Et alors, puisque j'ai le rôle d'être l'optimiste de la séance, en France, on a quand même un réseau d'accompagnement qui est exceptionnel en densité, en proximité. On l'a vu, la proximité est importante. Donc, Pôle emploi, avec son réseau d'un peu plus de 900 agences vraiment à côté de chez vous, connaît parfaitement les interlocuteurs de ce réseau de proximité et saura vous orienter vers les bons services. Un tout premier niveau d'information quand même et qui peut être utile dès la fin du webinaire, c'est d'aller consulter emploistore.fr, donc qui est une plateforme mise en place par Pôle emploi qui regroupe plus de 27 applications dédiées à la création d'entreprise, un peu à tout niveau, avec des tests, des éléments sur le financement. Ça permet de se donner déjà une première idée en termes d'accompagnement et on vous le met à disposition avec des liens, bien sûr, vers les outils des différents partenaires de la création d'entreprise en France. Alors après, on intervient donc en émergence de l'idée. C'est non seulement accompagner l'idée, mais également lorsque, dans notre relation, on détecte une appétence, des capacités, permettre sur des temps d'atelier, des temps de travail que l'on propose d'une demi-journée ou d'une journée selon les thématiques, de réfléchir à créer mon entreprise. Pourquoi pas moi? Voilà, on est vraiment sur l'émergence du projet. Donc, on pousse aussi certains profils qui nous apparaissent comme avoir des compétences et cet ADN de création d'entreprise à se poser la question. En un second temps, qui est un peu plus dense, qui est une sorte de formation de plusieurs semaines que l'on appelle Active Créa, c'est son petit nom. Les personnes peuvent s'inscrire directement, d'ailleurs, si elles le souhaitent, sur le site internet de Pôle emploi, à cette formation qui est financée par Pôle emploi. Et là, c'est une formation, alors nous, on appelle ça une prestation dans notre jargon, notamment, par exemple, avec des opérateurs comme BGE, qui permet de sécuriser le projet, d'identifier, d'enrichir ses compétences, de préparer le démarrage de l'activité. Et après, Pôle emploi, c'est aussi les questions d'indemnisation et d'accompagnement au moment de la création d'entreprise sur deux dispositifs principaux, qui est le maintien partiel de son allocation de chômage au regard des revenus que l'on génère de sa création d'entreprise et ou le fait de pouvoir obtenir un capital, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la base de vos droits à chômage restants, un capital qui est à hauteur de 45%
de l'ensemble de ces droits restants qui vous permet d'abonder votre capital de départ. C'est le principal des appuis. Puis, puisque Pôle emploi devient un de vos partenaires à challenger par rapport aux autres, l'idée, c'est bien d'aller chercher parmi l'ensemble des partenaires ceux qui vous apporteront l'appui qui vous convient. Vous aurez sans doute besoin de compétences, sans doute besoin d'embaucher des salariés. Pôle emploi devient votre partenaire pour l'embauche de ces compétences, bien sûr, au niveau local. Pour revenir vers vous et vous renforcer grâce à Pôle emploi. Première aide et premier rendez-vous, dans le fond, peut-être pour ces entrepreneuses en herbe. Daniel Deguet, j'arrive, je veux créer mon entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? D'abord, on vous dit bonjour, bienvenue. On est heureux de vous accueillir. On vous propose un premier rendez-vous et qui va permettre d'identifier le problème, la situation dans laquelle vous êtes. Parce que parfois, on a des gens qui arrivent avec une idée encore très ténue, un projet encore très lointain, et puis parfois avec un dossier super construit. Donc, on va adapter aux besoins. Je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment le concept de l'outil de bilan de compétences entrepreneuriales qui va permettre d'aller vraiment au fond de la personne et de son projet pour l'accompagner au mieux vers soit une création d'entreprise, soit peut-être vers une réorientation vers ce qui peut lui convenir mieux, parfois même une formation tout simplement. Parce que je veux me lancer dans une activité de boulangerie, j'ai besoin de me former à la boulangerie. Je veux devenir indépendant en électricité, je dois avoir un CAP d'électricité. Enfin bref, donc tout ça, c'est quand même des choses de base qu'on doit d'abord vérifier. Est-ce qu'on a bien tout ça? Et puis, on va vous proposer un accompagnement et une formation. Nous avons donc un réseau présent, je vous l'ai dit, on reçoit à peu près plus de 100 000 porteuses de projets par an, et donc on va vous proposer dans le cadre de nos conventionnements, on a parlé à l'instant dans le cadre de Pôle emploi, etc., et surtout nos conventionnements avec les régions et les territoires, des modalités d'accompagnement et de formation. Nous sommes agréés Calliope, enfin nous avons tous les agréments qualifiants possibles, et on propose aussi des parcours certifiants. On a par exemple un parcours certifiant à l'accompagnement qui permet véritablement de partir avec un petit diplôme entrepreneurial qui fait que quand je vais aller voir monsieur le banquier, précisément, lui, il va voir que j'ai été accompagné, mais en plus, je me suis donné les moyens de me former pour maîtriser tout cela. Je ne vais pas devenir comptable parce que je crée mon entreprise, je ne vais pas devenir marketeuse parce que je crée mon entreprise. En revanche, j'ai une vision globale de tout cela, je comprends et je saurai aussi formuler mes besoins en termes d'aide. Donc, on va vous accompagner tout au long de la création, jusqu'à la création. Alors évidemment, éventuellement, dans le cadre de nos couveuses lab, où là, on va vous prêter carrément un cabis pendant plusieurs mois et sans prendre de risque, je vais avoir un accompagnement très sécurisé qui va me permettre de commencer à créer plutôt que de prendre un statut de micro-entrepreneuse. Je vais être vraiment en indépendance, je vais créer mon entreprise, mais sans la créer vraiment. C'est nous qui vous prêtons le droit juridique de pouvoir être dans des salons, prospecter des clients, faire du chiffre d'affaires, et puis ensuite décider si je deviens salarié ou si en fait je crée mon entreprise. Et dans les couveuses lab, nous avons plus de 75% de femmes entrepreneuses. Et c'est une grande fierté pour nous puisque on constate que les femmes qui créent, elles prennent beaucoup plus de temps et de moyens pour le faire qualitativement. C'est très, très frappant et elles vont prendre le temps pour cela. Et ensuite, nous vous proposerons un suivi post-création. Quand vous aurez démarré votre entreprise, nous vous accompagnerons et avec aussi des after-work, des moyens de se rencontrer, des clubs. Enfin, la notion de réseau est très importante pour nous. Patricia L'Excellent. Alors, nous, on va intervenir peut-être à un stade un peu après l'émergence peut-être à l'idée, la transformation, le projet entrepreneurial. Et donc, nous, je dirais que l'objectif, ça va être de créer une entreprise qui dure. Et une entreprise qui est pérenne, c'est une entreprise qui a un plan de financement qui est bien dimensionné dès le départ et un accompagnement, toujours ne pas rester seul et se faire accompagner et aussi bien intégrer le tissu économique local. Donc, sur l'aspect financier, les 214 associations du réseau Initiative vont étudier le projet, éventuellement le faire évoluer, etc. Et à un moment donné, vont être peut-être le premier acteur qui va dire oui en termes de financement. C'est-à-dire qu'on va apporter un prêt d'honneur. En général, en moyenne, c'est à peu près 10 000 €. Donc, un prêt d'honneur que l'on fait à la personne
Donc, ce qui fait que soit ça complète un apport personnel, soit ça va peut-être carrément se substituer pour une personne qui n'a pas forcément les moyens d'investir au début de la création. Et donc, ce prêt d'honneur, il va avoir comme première utilité de rassurer et de rencontrer d'autres partenaires financiers. Et donc, il va faire effet de levier auprès des partenaires bancaires, comme le réseau des caisses d'épargne, qui sont un de nos partenaires. Et donc, en général, l'effet de levier, il est de 9 à 10. Donc, en fait, ça permet d'avoir un projet confortable parce que quand on crée, l'évolution de l'activité, elle prend du temps. Et si on ne cale pas bien son plan de financement au démarrage, on voit que c'est un des premiers risques d'échec de l'entreprise. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de bien dimensionner ça à la base de manière à ce que le projet soit pérenne. Et on a un taux de pérennité de 93% à 3 ans. Deuxième levier, l'accompagnement, comme le fait le BGE et les autres réseaux, c'est vraiment d'être aux côtés de l'entrepreneur sur les premières années de sa création. Et donc là, on a tout un réseau de bénévoles. On a 20 000 bénévoles, des professionnels de différents secteurs qui accompagnent le créateur, qui peuvent même à un moment donné devenir parrain ou marraine. Donc, ce qui va permettre d'apporter un autre regard sur les premières années de la vie de l'entreprise et donc conforter le projet. Et ça va aussi permettre de créer des réseaux au niveau local. C'est-à-dire que c'est très important dans la notion de ne pas rester seul, à la fois pour soi-même et pour son activité, d'être bien, je dirais bien imprégné dans le tissu économique local. Et du coup, il y a la notion de réseau qui est quand même très importante. Et puis, ça va créer des liens, des connexions, de support, de développement, parfois de business. Mais c'est déjà d'accompagner et d'entourer le porteur de projet, le créateur, dans un projet qui va durer, parce que ça engage très fortement sa vie. Donc, il faut que le plan de financement soit à la base bien dimensionné. Voilà, bon dimensionnement et accompagnement pour durer. Marc Bonnemain, lorsque vous recevez du coup des personnes qui ont déjà été accompagnées par Initiative France, par BGE, vous êtes plus rassurés, vous avancez avec eux? Alors pour nous, oui, c'est un vrai gage, en tout cas, de construction et de durée dans le temps. On les a sur les statistiques, quand on regarde un petit peu dans notre rétroviseur. On a 80% des femmes qui ont été accompagnées qui perdurent au-delà de 3 ans. C'est une statistique qui est très favorable. Donc, on voit bien que l'accompagnement qui est fait par tous ces réseaux que vous venez de citer sont en tout cas des gages pour durer dans le temps. Pour nous, ce que l'on fait, c'est qu'à côté des prêts d'honneur, on met notre prêt bancaire classique. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une enveloppe complémentaire au prêt d'honneur. On a dit, voilà, imaginons qu'on a besoin de 50 000 € de prêt pour compléter son financement. Et bien dans ces 50 000 €, on va mettre 10 000 € de prêt à taux zéro, qu'on appelle le prêt d'écolage pro, pour aider vraiment l'entrepreneur et l'entrepreneuse à avoir le moins de charges possible. Et puis notre prêt classique à côté. Donc voilà, donc c'est vraiment des efforts conjugués. La condition pour nous, c'est être accompagné par un réseau d'accompagnement. Que ce soit Initiative France, soit BGE, que ce soit Force. Voilà. C'est vraiment soit la condition Force Femmes, soit Force Femmes, bien sûr, parce qu'avec Anne et avec toute la structure de Force Femmes, on fait le même travail, hein, aussi, Anne. Oui, mais je pense que nos participantes le savent. L'idée de Force Femmes, c'est quand même d'accompagner, un accompagnement sur mesure et à la fois, alors on est sûrement, pour les problèmes plus techniques, on peut renvoyer à des organismes plus spécialisés et nous, on les aide aussi en coaching, pour avancer et on a toute une série de formations techniques, nous aussi. Moi, je voudrais aussi rajouter un autre truc, c'est que en France, on n'admet pas l'échec et que la culture américaine, c'est je me casse la gueule, je recommence, je me casse la gueule, je recommence. Donc, je voudrais insister surtout avec les femmes qui sont, quand je dis qui sont, on est souvent plus, comment dirais-je, concerné par un échec et en se disant je ne suis pas bonne. Ce que je veux dire, c'est que l'échec n'a que l'importance qu'on lui donne. Et on peut recommencer. L'aléa existe dans la vie, on peut se planter, mais on peut se planter dans sa vie personnelle, on peut se planter dans sa vie professionnelle. La seule chose, c'est de ne pas nier les raisons pour lesquelles on s'est planté et après,
il ne faut pas que ça nous tétanise et que ça nous bloque. L'aléa existe, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais et on peut recommencer, juste en tirant les leçons de l'échec et des raisons de l'échec. Donc, on peut monter plusieurs entreprises après avoir raté une entreprise. Je trouve que c'est un point important aussi. Oui, c'est pas très simple, hein. C'est pas très simple d'avoir ce discours aujourd'hui, de l'entendre. Est-ce que la crise a permis ce déclic, c'est-à-dire oui, on peut essayer, on peut réessayer. Est-ce que ça libère quelque chose, à votre avis, Jean-Pierre Taber, Marc Bonnemain? En tout cas, les générations telles qu'elles arrivent sont des générations qui sont tournées vers l'entrepreneuriat. Donc, elles rebondissent sur les échecs. Donc, on a quand même une nouvelle génération d'entrepreneurs qui a pu voir dans ses pairs, hein, on parle souvent des nouvelles licornes, mais les licornes, elles sont souvent conduites par des dirigeants qui ont eu plusieurs échecs en amont. Et donc, ils servent un petit peu d'inspirateur à cette nouvelle génération de créateurs. Donc, je pense que Anne a la raison, il ne faut pas avoir peur de l'échec. À partir du moment où on sait en tirer les enseignements et qu'on sait expliquer en quoi on va progresser derrière. C'est vraiment la clé de voûte. Et tous les entrepreneurs qui ont réussi à avoir vraiment les entreprises de taille avec des salariats, ils ont tous échoué quelque part à un moment donné. Voilà. Donc, la crise vient renforcer les éléments. Je pense que la crise est une chose. Après, il y a tous ces éléments, l'évolution sociétale, où on voit quand même que la société aujourd'hui donne beaucoup plus de place à cette logique d'entreprendre et cette volonté finalement d'être maître de son destin. Et on a toute une frange de génération qui est dans ce mouvement-là. Donc la crise est peut-être un accélérateur, mais en tout cas, le mouvement est bien plus profond que la crise de 2020. Et est-ce que la crise peut nous permettre peut-être, Jean-Pierre Taber, un peu plus d'indulgence en fait, une forme justement d'acceptation de l'échec, du recommencement, de la réinvention de soi-même? C'est sans doute un des éléments qui a permis une remise en question également individuelle de son parcours, de son emploi salarié, de dire je peux finalement vivre autrement, je peux avec un risque mesuré. En revanche, je suis vraiment totalement en phase avec les propos d'Anne, mais je pense que collectivement, on a beaucoup de chemin à faire sur ce sujet qui est extrêmement culturel. Et je balaye devant la porte de notre réseau. Hein. C'est aussi un sujet, et on y travaille, de pouvoir cultiver plusieurs projets, imaginer qu'un échoue, en tirer un bénéfice pour rebondir sur un autre projet. C'est vraiment un point de progrès à mettre en œuvre. Et peut-être un élément, là je fais le lien avec une loi de 2018 qui permet aujourd'hui à une salariée de démissionner pour créer son entreprise et d'avoir le bénéfice de l'assurance chômage. Donc, c'est un peu dans cet ordre, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans une logique où je subis ma période de chômage et donc je cherche à trouver des solutions, je peux anticiper en tant que salarié, moyennant quelques conditions et un accompagnement à son projet avant de démissionner, je peux anticiper, avoir un projet encore un peu plus sécurisé et bénéficier de l'assurance chômage au moins les premiers mois de ma création d'entreprise. Donc, ça va un peu dans cette idée de couverture du risque et d'anticipation lorsqu'on est salarié. Oui, c'est important de le savoir. C'est une forme de sécurité, une forme de garantie. Alors maintenant, peut-être qu'on peut parler des secteurs qui ont bougé. Vous, les expériences que vous avez, que ce soit à Force Femmes, que ce soit dans les différentes structures qui sont présentes, est-ce qu'il y a des secteurs qui marchent mieux? Est-ce qu'il y a des conseils à donner sur des tendances? Est-ce que vous observez des tendances ces derniers temps? Est-ce que vous dites, allez, là c'est bouché, c'est pas la peine, vous n'aurez pas la bonne idée? Enfin, comment vous l'analysez, Daniel Deguet? Toute idée peut être bonne. Ça ne veut pas dire grand-chose, pardon, boucher. Hein. La question, c'est vraiment comment je vais le faire, d'où je pars. C'est la compétence, le savoir-faire, le carnet d'adresses, il y a plein de choses qu'il faut voir. On constate vraiment, tout à l'heure on l'a évoqué, tout ce qui relève de l'économie verte, des produits de l'upcycling, du recyclage. On a énormément de très très belles
projets. On a des femmes qui sont lancées dans une entreprise là, qui vient d'être récompensée autour de produits pour enfants et qui s'appelle Petit Bloom, et qui développe toute une ligne d'objets et de produits pour enfants. Tout est recyclé, tout est développement durable. Et enfin, on a énormément de choses autour du digital. Apprentissage des langues de façon très ludique au digital, un collectif d'enseignants qui ont créé une entreprise autour du soutien scolaire pour les décrocheurs en digital, une activité autour de la formation de pharmaciens de Serious Game en digital, donc une femme qui avait déjà une très très grosse expérience professionnelle derrière elle et qui après un chômage a créé une entreprise qui commence à devenir une très très belle maison. Voilà, on a beaucoup de choses autour de nouvelles pratiques, de l'attention aux autres, du soutien, alors applis, sites, etc. Et beaucoup d'activités aussi autour du commerce différent, hein, c'est-à-dire on a beaucoup d'e-commerce, beaucoup de commerce aussi qui soient au niveau de l'alimentaire ou d'autres types de produits qui empruntent d'autres chemins, des circuits plus courts, la vision aussi du producteur. Enfin, et c'est, je pense, aussi un vrai message qui est lié à ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire qu'on comprend que il faut se rapprocher peut-être du chemin le plus court, voilà, parce qu'il y a la proximité, l'autre, l'humain, qui compte beaucoup, et on y est beaucoup plus attentif. Et je pense que, en effet, ça a encouragé beaucoup de personnes. Alors, quand vous dites, est-ce que c'est bouché? Je pense que, voilà, on va regarder tout ça. Je reprends le terme d'Anne de tout à l'heure. Il faut oser. Voilà, souvent les femmes souffrent de ce syndrome pardon, le mot m'échappe. Ah oui, une forme d'inhibition, bien sûr. Voilà, et donc je ne suis pas douée pour ça, ce n'est pas ma place, mais bien sûr, il faut oser. Alors, il faut toujours se protéger de l'échec. Moi, je suis pour tenter des nouvelles activités et en se disant que, voilà, bien sûr, mais il faut tout faire pour que… La question, c'est que l'échec, il faut le comprendre après. Et si c'est parce qu'on a mal démarré, c'est dommage. Parce qu'en fait, la question, c'est un bon service, un bon produit et un bon plan de financement au démarrage avec les financements qu'il fallait. Il ne faut pas partir sous-capitalisé. Si j'ai besoin de 100, il ne faut pas partir avec 20, il faut partir avec 100. Ou il faut revoir ma stratégie pour partir dans le bon canal. Voilà, ça c'est très très important. Si le premier financier a refusé, il faut comprendre pourquoi, il faut aller voir le deuxième, etc. Mais il faut partir avec tous les éléments de la stratégie tels qu'on les a définis. Et si ça ne marche pas, il faut comprendre, mais il faut comprendre soit avec votre accompagnateur, soit avec le réseau de proximité, mais il ne faut jamais partir sous-capitalisé. Ça, c'est vraiment l'erreur de ne pas commettre. Tout projet peut être bon. Alors vraiment, aujourd'hui, il y a une grande variété, mais il ne faut pas partir en ayant un pied en moins ou un pied fragile. Voilà. Mais ça veut dire que, Patricia Alexeva, on ne peut pas faire ça progressivement. Il y a des étapes, en fait, quand même. Oui, mais par contre, il faut quand même bien dimensionner à la base. Parce que sinon, on va se retrouver vite bloqué. Il faut avoir du temps devant soi quand on crée une entreprise. Il faut avoir cette capacité de respiration. Alors, on parlait de certains secteurs, là, comme Daniel, effectivement, tout ce qui est… nous, on voit beaucoup la création et le commerce autour de produits responsables, locaux, circuits courts. Alors, on l'évoque en création, mais alors c'est vrai que c'est quand même pas facile de se dire, tiens, quelle idée je peux avoir pour créer mon entreprise. Donc, tout le monde ne se lève pas le matin en disant, tiens, j'ai une idée, je vais pouvoir faire quelque chose d'entrepreneurial avec. Donc, moi, je voudrais quand même aussi revenir sur l'importance de la reprise d'entreprise. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il va y avoir, là, dans les années qui viennent, un changement de génération des gens qui ont créé leur entreprise, qui sont très implantés sur des territoires, où du coup, pour le projet d'entreprise, un commerce de centre-ville, une activité particulière, elle est hyper importante sur un territoire. Voilà. Et donc, il faut aussi regarder la possibilité de reprendre cette entreprise, ces TPE. Et alors, on peut se dire que le financement est un frein, mais non, en fait, parce qu'avec les différents réseaux et les réseaux bancaires, etc., c'est pour le coup vraiment jamais un frein, parce qu'en plus, déjà, dans l'entreprise, il y a déjà un marché, on ne part pas de rien. Et du coup, moi, j'incite vraiment beaucoup les femmes à regarder ça. Nous, la reprise d'entreprise, c'est à peu près 35% de notre activité.
Et c'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'on doit davantage encourager parce que, voilà, on ne part pas de rien, on a quelque chose et en général… Mais ça veut dire la reprise d'entreprise avec une idée en plus, avec quelque chose qui va faire que ça va marcher un peu mieux ou autrement, ou le positionnement doit être différent. De toute façon, un repreneur, il apporte toujours sa patte, il apporte toujours quelque chose. Et on a vu l'année dernière l'importance d'être rapide pour faire pivoter les modèles d'entreprise, de passer beaucoup en digital quand on n'en avait pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce pli-là qui est pris. Et la reprise, c'est l'occasion de donner un nouveau souffle, d'apporter sa propre vision, d'apporter une évolution de produit, une évolution de façon de distribuer, de commercialiser, une nouvelle façon de servir le client, qu'il soit particulier ou professionnel. Je crois qu'il y a 1000 possibilités d'évolution et il faut pas se mettre un frein. Là, pour le coup, je rejoins, il faut décrisper ce côté en disant j'y arriverai, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Oui, a priori, oser et aller rencontrer les entrepreneurs, les réseaux, parce que c'est ce qui va permettre de conforter, de rassurer chacun dans sa capacité à le faire. Marc Bonnemain, je vous voyais sourire quand Patricia L'Excellent parlait de reprise et de soutien là-dessus. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on pense toujours à la création d'entreprise, mais on a énormément de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite et qui sont en recherche finalement pour céder leur entreprise. Et certains la céderont à leurs salariés ou à un de leurs cadres, mais il y a toute une tranche de chefs d'entreprise qui sont en recherche aujourd'hui de trouver des repreneurs, et les femmes ont leur place pour reprendre les entreprises. Et je crois et quand je parlais d'audace tout à l'heure, c'est vrai qu'elles n'osent peut-être pas suffisamment aller reprendre ces PME qui sont avec des valorisations tout à fait intéressantes. Moi, j'ai en tête une cliente, une jeune femme entrepreneur qui a repris, alors c'était sur le territoire de Vergne-Limousin, mais qui a repris une entreprise de BTP. Voilà, et c'était une entreprise qui avait 1 million de chiffre d'affaires, 10 salariés, et donc elle a décidé de franchir le pas et on l'a accompagnée. Et aujourd'hui, ce qu'elle a apporté, finalement, dans un monde qui est plus que masculin, le bâtiment, aujourd'hui, son entreprise continue à se développer et on l'a accompagnée. Donc ça, je pense qu'on est toujours très focus sur créons et on commence petit, c'est la micro-entreprise. Alors qu'il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui ont entre 700 000 et 3 millions de chiffres d'affaires et qui vont être à reprendre, et les femmes ont un rôle à jouer. C'est pour ça que je souriais, parce que nous, en tant que banquiers, on est toujours surpris de se dire pourquoi il n'y a que des hommes qui y vont. Voilà. Les femmes ont un rôle à jouer, elles peuvent reprendre ces boîtes, elles sont aussi intelligentes, si ce n'est plus intelligentes, dans la capacité à trouver des rebonds sur les entreprises déjà existantes. Donc je crois que voilà, l'audace, elle est là. Et puis derrière, sur les secteurs, de toute façon, quand on a regardé, nous, un peu 2020 et qu'on regarde encore 2021, on voit bien que ces créations d'entreprises ou ces reprises, elles surfent sur les grandes tendances sociétales qu'on voit. On a évoqué tout à l'heure le retour au circuit court, parce que c'est une tendance des consommateurs. Donc, effectivement, toutes celles et ceux qui ont un outil de travail existant ou qui veulent créer, vont regarder comment elles peuvent s'adapter par rapport à ces nouveaux circuits de distribution ou à ce mode de consommation. Tout le green business aujourd'hui, on parle de green business parce qu'on a envie peut-être, nous, en tant que consommateurs, de consommer green, mais en réalité, il y a la réglementation qui va arriver sur toutes les entreprises et qui vont contraindre par rapport à l'élément carbone et autres, les entreprises à s'adapter. Donc, il y a énormément d'innovations à venir. Et vous disiez, si les secteurs sont bouchés, moi, je regarde le monde de la santé, par exemple. Il y a énormément de métiers à 20 ans qu'on ne connaît pas. Dans les 20 années, bien sûr, va totalement se transformer avec de l'innovation de partout. Quels sont les métiers qui sont fermés? Voilà, il y a énormément de choses autour d'énormément de secteurs dont les métiers, à 2-3 ans, on ne les connaît pas encore, ils vont se créer. Et ce sont des hommes et des femmes qui vont finalement, de par leur intelligence collective, de par la manière dont ils vont sentir finalement ces tendances sociétales, qui vont les créer. Et nous, on est là avec les réseaux finalement pour accompagner ça. Donc, la reprise, oui, je crois qu'il faut y aller. Je pense que, voilà, pour vous, mesdames, n'hésitez pas, quoi. Il y a plein de beaux projets dans les CCI, il y a des choses qui sont à reprendre. Et je pense qu'il faut que vous osiez beaucoup plus, parce que pour nous, quand on fait un financement, il n'a pas de sexe. Hein. Voilà, faut pas qu'on se pose des questions. C'est la phrase qu'on va garder. Hein. Quand il y a un financement, il n'y a pas de sexe. On va écouter quand même tout de suite, parce que Force Femmes joue un rôle dans cet accompagnement aux entrepreneuses. Il y a un très beau jury et un très beau prix
de Force Femmes pour les entrepreneuses, pour les créatrices d'entreprises, auquel je participe, auquel Anne et plusieurs personnalités de Force Femmes participent et qui sont des moments formidables parce qu'on rencontre des femmes qui ont la pêche, qui ont une envie, qui ont de la détermination, qui ont de la résilience, qui se lancent dans des domaines franchement inattendus et même pour elles-mêmes qui sont nouveaux. Et je voudrais qu'on écoute ensemble tout de suite Nathalie Gandelin. Elle a été une des participantes à notre prix des entrepreneuses de l'année 2020 et elle vend des huiles d'olive crétoises. On va l'écouter. Elle arrive. Elle arrive, voilà. Est-ce que vous le voyez? Bonjour Force Femmes, je m'appelle Nathalie Gandelin. Ma société Gandelin Passion est née d'une passion pour la Grèce et notamment la Crète. Et suite à la crise de 2010, mes amis grecs m'ont demandé de les aider en diffusant leur huile d'olive de très grande qualité, une Aossicitia. Donc, j'ai souhaité créer la société Gandelin Passion, mais au travers de 3 volets essentiels. Le premier, c'est une relation éthique avec des producteurs en m'engageant dès le début sur le chiffre d'affaires que je vais réaliser avec eux, sans négocier le prix d'achat. Le deuxième volet, c'est vraiment une qualité d'huile d'olive irréprochable aux caractéristiques organoleptiques supérieures chez Gandelin. A priori, on ne voit pas la vidéo, hein, Julie. Oui, le troisième volet, c'est une relation directe et durable avec mes clients que je livre gratuitement sur la métropole de Lyon en créant un lien social très important. Alors voilà, oui, j'ai été impactée par la crise comme tout le monde. Et dès le 17 mars, comme moi, je n'ai pas de boutique et j'ai un produit alimentaire, j'ai fabriqué mon masque et je suis allée livrer mes clients en réactivant mon fichier dormant et mon fichier actif, en les informant. Et comme ils étaient confinés, mon business model, qui est de livrer mes clients, a pris vraiment une force importante et les clients ont mieux compris ma démarche initiale. Bien sûr, tous les salons étant annulés, il a fallu que je trouve d'autres moyens de me développer. Donc, pareil, le 17 mars, j'ai lancé mon site internet pour faire ma transition numérique afin d'être prête au mois de septembre. Et comme je ne pouvais pas coupler avec un e-shop, je n'avais pas les moyens, j'ai lancé des box de dégustation à thème que vous retrouvez actuellement sur mon site, tout en livrant toujours ma clientèle locale. J'ai continué à me former. Je suis des webinaires. Je fais partie de réseaux lyonnais comme la Padlos, The Greener Good, le Mix Coworking de Tassin, où je suis des ateliers en présentiel, toujours pour m'améliorer. Je fais bien sûr une veille concurrentielle. Et puis, on a créé aussi avec les viticulteurs du Beaujolais des petits événements locaux au travers de petits marchés pour conserver ce lien social avec la population. Alors, si j'ai… Voilà, donc c'était Nathalie Gandelin, pardon, parce que la vidéo n'a pas pu apparaître. Bon, et on voit bien quand même, on va se retrouver donc maintenant tous ensemble et on va essayer de se retrouver tous ensemble. Voilà, pour se dire qu'on entend, bon, l'huile d'olive crétoise, elle a pris tous les moyens, elle a mis son masque, elle est allée livrer, elle a fait un site, elle a surmonté un certain nombre d'obstacles, elle a complètement intégré ça et avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, elle a créé ça. Et c'est un secteur qui n'est pas évident, a priori. C'est un bon exemple, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous réagissez, Anne, Jean-Pierre Tabeur, Daniel Deguet? Moi, ce que je trouve déjà sympathique, c'est que c'est vrai qu'elle a surfé sur une tendance qui est l'huile d'olive. Donc c'est vrai qu'on est tous dans les régimes crétois,
le livre, donc elle est rentrée dans un truc de tendance. Et puis après, moi, je crois énormément à ça, c'est qu'elle nous a expliqué que c'est démarré de son amour de la graine. Et ben moi, je pense que quand on crée son entreprise, il y a toujours une histoire un peu tripale à l'origine. Voilà. Donc, C'est la confirmation. Jean-Pierre Tabeur, c'est intéressant comme exemple. Oui, bah ça souligne ce qu'on se dit depuis le début. Hein. J'entends pas parler là de méthodes, de techniques de financement, mais j'entends en effet, comme le disait Anne, le feeling, l'envie, voilà, ce côté tripage, je retiens l'expression, qui est le bon moteur, il nous semble, et c'est ce qu'on observe dans les projets qui réussissent. Et Daniel Deguet, Patricia Excellent, Marc Bonnemain, un petit mot et après on va passer aux questions de celles qui nous ont écoutés. Oui, moi je trouve très sympathique ce projet. Bon, elle nous a peut-être pas déroulé son plan de financement. Enfin, on ose espérer quand même qu'il y avait un peu de financement derrière. Non, mais c'est tout à fait ça. Et ça part de son amour de la Grèce. Donc, c'est formidable. Mais moi, je retiens une deuxième chose. C'est son agilité qu'on a vu d'ailleurs transparaître pendant le Covid de plein d'entrepreneurs. C'est qu'elle s'est tout de suite débrouillée pour servir ses clients. Et ça, c'est vraiment cette agilité que je retiens encore plus que le fait qu'elle ait lancé cette activité, qui est absolument formidable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée les deux pieds dans les mêmes sabots à se lamenter. Elle s'est organisée et elle est allée directement servir ses clients en vélo, en scoot, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a trouvé des modalités. Et on a vu ça chez beaucoup de nos entrepreneurs qui ont changé de modalité de distribution, de commercialisation de leurs produits, qui sont tout de suite adaptés. Et il y en a énormément, bien sûr, qui souffrent, hein, et on l'a dit, bien entendu, hein, mais il y en a énormément qui sont retombés sur leurs pieds en réfléchissant à plusieurs, en trouvant des solutions, même collectives. On a vu, par exemple, des femmes qui ont créé le réseau Désiré de fleurs. Elle redynamise la filière de fleurs françaises qui perd d'année en année tous ses horticulteurs. Donc, elle stimule ses horticulteurs, elle leur donne des idées de production, etc. Et pendant le confinement, elles avaient le droit de faire du click and collect, ce qui fait qu'elles ont à peu près maintenu leur activité. Mais en même temps, elles avaient fait une organisation avec des producteurs de légumes, avec un vendeur de vin. Donc, elles faisaient des petits cajots avec un bouquet de fleurs, une botte de poireaux et une bouteille de vin et des petits gâteaux qui étaient faits par la pâtissière. Et tout ça, elles le vendaient comme un truc super original. Finalement, j'allais à un dîner, j'arrivais avec ma bouteille ou un déjeuner avec ma botte de poireaux. Enfin, il y avait un truc marrant qui est aussi plein de petits réseaux comme ça, d'agilité, de solidarité, et qui florissent pendant cette période. Oui, Marc Bonnemain, Patricia L'Excellent, et puis avec Julie Favre-Mesure, on va écouter quelques questions. Oui, ce qui m'a marqué, c'était effectivement l'agilité qu'elle a su faire preuve pour adapter son modèle de distribution. Et on l'a vu tout au long de 2020. Moi, j'ai un chiffre en tête, c'est l'évolution de la création des sites Internet, c'est-à-dire des canaux un peu alternatifs ou complémentaires qui ont été développés. C'est quand même 12% de progression de la création de sites Internet sur 2020. C'est 18 000 sites supplémentaires qui ont été créés dans l'année. Donc, ça montre bien que ces chefs d'entreprise ont dû adapter leur modèle, pas en se mettant qu'en pure player, mais en faisant du click and collect ou en diversifiant. Elle nous l'a démontré. C'était voilà, j'avais un modèle, il a fallu que je sois agile. Et c'est la force de la crise, en fait, ça a obligé les entrepreneurs à se poser les bonnes questions pour adapter en permanence leur modèle de distribution. Et c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête quand on est chef d'entreprise. C'est pas croire qu'on est assis sur un tas d'or et que tout est acquis. C'est en permanence remettre. On recommence chaque jour. Patricia L'Excellent, on recommence chaque jour. Ce qui m'a marqué, c'est en fait la création d'entreprises ou la reprise qui est transformée comme une réponse aux besoins sociétaux. Et moi, je trouve que ça, c'est de plus en plus présent dans les projets. Et je trouve que c'est formidable parce qu'il y a une notion d'un entrepreneuriat beaucoup plus responsable, beaucoup plus local et qui répond vraiment. C'est plus créer une entreprise juste pour créer une entreprise, se développer et se faire de l'argent. C'est vraiment c'est la rencontre entre une idée, une envie, même voire une difficulté personnelle qui rencontre un besoin sociétal. Moi, je pense par exemple au projet Les Frangines, qui ont créé des turbans pour des femmes qui subissent des chimios, etc. Et du coup, c'est une pêche. Ce type de projet, quand on rencontre les porteurs et quand on en parle, à chaque fois, moi, je trouve que ça donne une pêche incroyable parce qu'à chaque fois, ça correspond à un besoin sociétal. Et moi, je suis très confiante sur ce mouvement global qui est en train de se développer aujourd'hui.
Alors Julie, on a eu des auditrices, des auditeurs pendant ce webinaire. Comment réagissent-ils? Quelles questions se posent-ils, se posent-elles? Alors, il faut brancher son micro. Alors, effectivement, on a donc plus de 200 participantes. Toutes sont, et participants sont ravis. Un mélange d'un constat, de bons conseils, de concret, d'optimisme, de retours d'expérience très enrichissants. Et alors, notamment, des questions assez précises. Bonjour, comment avoir accès à ces TPE qui cherchent des repreneurs? Alors, Patricia L'Excellent, Jean-Pierre Taber, Marc Monemain, comment est-ce qu'on sait, ou Daniel Deguet, comment est-ce qu'on sait qu'il y a des reprises à faire? Alors, il y a des réseaux comme le CRA, Cédants et repreneurs d'affaires, qui permet de faire se rencontrer justement ces différentes personnes qui souhaitent, qui souhaitent céder leur entreprise. Dans les différents réseaux d'accompagnement, parce qu'en fait, nous, les bénévoles, que ce soit chez BGE, chez Initiative France, etc., ils sont très ancrés, ils connaissent tout leur tissu local. Les experts comptables aussi sont aussi très, très bien placés pour mettre en relation tout ça. Donc, en général, les réseaux, ils sont en connexion avec leur tissu économique local et sont complètement au courant. Donc, il faut franchir la porte et pour se mettre en relation. Oui, et très localement, les chambres de commerce disposent de listes de repreneurs et sont en recherche justement de repreneurs. Et selon les tailles et les services développés dans les communautés de communes qui ont la compétence du développement économique local, vous pouvez aussi avoir un service qui s'occupe de mettre en relation avec des entreprises qui ont besoin d'un repreneur. Voilà une première réponse. Julie, autre question? Oui. Où trouver cet état des lieux des tendances sectorielles? Alors, en fait, on a quand même entendu qu'il n'y avait pas de secteur plus porteur que d'autres. L'important, c'était la qualité de l'idée. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Marc Bonnemin. Après, vous avez entièrement raison, Ruth. Après, il y a le site de l'INSEE. Sur l'INSEE, on retrouve toutes les informations économiques qui sont accessibles à n'importe qui sans abonnement, ce qu'on appelle l'open data. Donc aujourd'hui, en allant sur l'INSEE, vous avez toutes les informations sur tous les secteurs, sur toutes les tendances, sur les évolutions sur l'année ou sur plusieurs années. Donc, si j'ai le bon conseil, c'est aller sur l'INSEE. Si vous pensez à un secteur, vous verrez comment il se développe ou pas. Anne-Léo. Oui, Ruth, si je peux me permettre. Moi, je pense que la bonne nouvelle de la crise, d'abord, crise, ça veut dire chance dans les langues anciennes. Et la bonne nouvelle de la crise, c'est qu'il y a une remise en cause du statu quo. C'est-à-dire que les gens ont réalisé que le monde n'allait pas être exactement comme ils le pensaient et que l'aléa peut arriver. Et donc, ça a été un accélérateur de particules. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui a envie de créer sa boîte, il y a beaucoup plus d'opportunités. Moi, je crois plus à une réflexion par rapport à l'évolution de la société, par rapport aux nouveaux besoins, par rapport à des choses qui bougent, qu'à des listings de secteurs. Voilà. Parce que je pense qu'un chef d'entreprise, il y a deux façons. Il y a soit je connais bien un métier, je me lance, et d'ailleurs, je regarde les reprises d'entreprise, ça c'est probablement un peu différent. Mais sinon, si je veux monter une micro-entreprise, j'ai une idée qui n'est pas forcément, enfin, c'est de la créativité. J'essaie de trouver un chemin nouveau. Voilà, j'y crois beaucoup. Oui, je pense que sur la tendance, le sujet des études, c'est important pour se faire peut-être une petite culture générale, mais souvent, ça vient un peu tard et on n'est plus dans la tendance, puisque c'est des travaux… oui, qui sont postérieurs en fait à la… daté, voilà. En revanche, la veille, tout simplement, de presse économique locale ou voire nationale pour sentir des tendances, et comme disait Anne, elle est aussi sur la créativité, semble plus efficace que d'espérer obtenir aujourd'hui une liste des secteurs qui serait de toute façon, pour moi, déjà éteinte avant même qu'on la publie. Dépassé. Julie? Merci beaucoup. Encore une autre question. J'ai un projet qui avance bien, mais je ne souhaite pas me lancer seule. Comment rencontrer des associés potentiels quand on a déjà essayé via le réseau?
Ouais, c'est une très bonne question que je pense se posent beaucoup de gens pour aussi avoir cet enrichissement des questions et puis du soutien et pas être tout seul, quoi. Est-ce qu'il y a des façons d'aller chercher, de se mettre en relation avec d'autres entrepreneurs potentiels? Patricia L'Excellent. Alors, Daniel avait une suggestion, je vais lui laisser la parole. Ouais. Daniel Deguet. Je ne vous entends pas, il faut remettre votre micro. Oui, je pense qu'il faut d'abord partir de ses compétences et ensuite participer à des réseaux, à des rencontres, être très, très ouverte. Donc, que ce soit dans le cadre d'afterwork, de petits déjeuners, de rencontres, de déjeuners professionnels. Enfin, voilà, être aux affûts et aux aguets de tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas des listings d'associés. Hein, il faut que ça matche. Donc, il y a par exemple un réseau comme Tigre qui fait des rencontres intergénérationnel, hein, qui croit à l'entrepreneuriat intergénérationnel assez passionnant autour d'un profil plus jeune et un profil plus senior et qui montre l'intérêt de mixer à la fois les compétences et puis l'expérience. Et donc, ils organisent tout un tas de formats comme ça de rencontres. C'est très passionnant, ça marche très bien. Voilà, il y a des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut, parce que si la personne dit quand on a essayé le réseau, ça veut dire que j'ai essayé tout ce que je connais autour de moi. Donc il faut rencontrer d'autres personnes dans des lieux où on peut matcher avec quelqu'un, on peut rencontrer des gens avec qui ça convient. Peut-être force voilà, femme. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette et de lieu précis, quoi. Anne. Justement, Ruth, j'étais en train de me demander, mais là je m'avance, mais il faut qu'on en parle avec Véronique, avec toi et tout. C'est pas idiot hein, qu'on essaie de monter une plateforme, parce qu'on pourrait faire une plateforme où les gens disent, voilà mon idée et tout. Ah, on ne t'entend plus, Anne. Pardon, je disais… J'imagine que on pourrait monter vous une êtes plateforme. là. Ben, moi, je suis là. Julie? Oui, moi je vous entends, Anne. On entend bien, Anne, oui, Ruth. Bon. Non, j'étais en train de dire, force femme… Anne, c'est bon, il faudrait que tu reprennes ce que tu as dit. Donc, je disais, je m'avance peut-être, il faut qu'on en parle tout ensemble, mais il faut qu'on réfléchisse à cette idée qui est une très bonne idée, je trouve, née de cette question est une très bonne question. C'est parce que moi, c'est une question qu'on me pose en permanence. Toutes les gens qui viennent me voir et qui je dis qu'il ne faut pas être seul, ils me disent oui, mais en gros, avec qui me marier, quoi. Et donc, il faut qu'on fasse une plateforme où les gens s'inscrivent et disent moi je monte telle boîte, voilà, moi je monte telle boîte, cherche partenaire. Et après, on essaie de les mixer, de les faire se rencontrer. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher. Il faut qu'on essaie. Parce que oui, c'est une très bonne idée. Ouais. Oui, c'est une très bonne idée parce que c'est vrai qu'on voit bien que ce besoin peut exister. Julie, pour bientôt conclure. Alors voilà, peut-être une dernière, qui dans le même esprit, je me sens perdue face à pléthore d'offres d'accompagnement. Comment choisir Ça, c'est une question de feeling, j'imagine. En fait, qu'est-ce que vous dites? Il faut faire le tour de toutes les structures? Non, je dirais qu'on ne fait pas tous le même métier. Et par exemple, avec Force Femmes, il y a un travail très articulé. Comme tout à l'heure, Anne-Méo le disait, il y a ce travail un peu amont. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, et pourquoi pas Force Femmes pour cette logique de réseau. En effet, il y a ce travail amont d'accompagnement, etc. Puis ensuite, il y a les métiers indispensables du financement, comme Initiative, Réseau Entreprendre, l'ADI, France Active. Et puis, tous les réseaux un peu structurants, comme les consulaires, hein, les chambres de commerce. Donc, tout ça s'articule. Et il faut savoir que sur le terrain, les réseaux BGE, Initiative, ADI, Réseau Entreprendre sont très articulés, travaillent très bien ensemble. Il n'y a pas vraiment une feuille de papier cigarette qui les sépare. Ils travaillent ensemble. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait des frangines. On les a accompagnées. Elles ont été lauréates de notre concours. Elles ont été financées par la plateforme Initiative. Tout ça, ça marche très bien. Donc, il y a vraiment une articulation des métiers. Force Femmes a un rôle plus particulier puisqu'elle travaille avec des femmes d'un certain âge et surtout tout le sujet de la rupture.
Donc l'accompagnement, il se fait quand même très articulé avec BGE quand on est en amont de l'entrepreneuriat et ça se renvoie à la balle, quoi. Hein. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire. Il n'y a pas de, ça marche de façon très étape par étape. Il y a un parcours. Hein, on a créé d'ailleurs des parcours comme ça dans beaucoup de régions de France. En Ile-de-France, ça s'appelle Entrepreneur #leader. Donc, il y a les métiers de l'accompagnement, puis les financeurs, puis le suivi. Et là, ça se fait de façon très conjointe, très articulée. Et les réseaux travaillent de façon vraiment très proche. Et c'est une grande fierté d'ailleurs, parce que nous, on a créé notre réseau, les premiers, il y a un peu plus de 40 ans. On était encore étudiants de grandes écoles. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir que tous ces réseaux fonctionnent bien pour le meilleur de plus d'entrepreneurs et mieux d'entrepreneurs en France. Oui, peut-être pour aider à l'orientation, Ruth, Pôle emploi propose 2 ateliers d'une demi-journée, donc ce n'est pas trop prenant en termes de temps. Évidemment gratuit, sur lesquels vous pouvez vous inscrire auprès de votre conseiller ou conseillère ou directement sur pôle emploi.fr. Notamment, j'ai vu des commentaires, notamment si vous avez le sentiment de ne pas avoir été compris ou pas avoir le conseil qui vous convient, et ça peut arriver. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sans demander votre reste à quiconque sur 2 ateliers. Donc, m'imaginer créateur vraiment sur l'émergence de l'idée, ou structurer mon projet de création d'entreprise, une demi-journée aussi, où là, l'objet de l'atelier, c'est de vous mettre, de faire part de l'ensemble de l'offre d'accompagnement et de vous aider à faire votre choix en fonction des contraintes, de l'aspect local ou pas, et de vos possibilités. Ça peut être un bon début. Voilà, plusieurs pistes, mais qui se combinent en fait, hein, qui travaillent ensemble. Absolument. Et moi, je voudrais juste terminer aussi. Un des moyens, c'est de suivre ce forum que nous avons organisé toute la journée, qui justement reprend tous ces thèmes que vous avez évoqués là, avec, comme disait Daniel, tous nos partenaires et les différents intervenants qui abordent tous ces sujets de la création d'entreprise. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et restez avec nous, puisque toute la journée, vous aurez ces conseils, vous aurez des pistes. Merci à tous nos intervenants et merci beaucoup pour le travail que vous faites chacun d'entre vous dans votre rôle. Merci à tous. Merci pour merci ce Merci à toutes et à tous. Je termine juste en vous disant qu'on se reconnecte à 11h30 pour la conférence Développer son activité dans son territoire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. bon moment partagé.